Bonjour et bienvenue au podcast de l'association Stoa Gallica, le stoïcisme aujourd'hui. Pour cet épisode, j'ai le grand plaisir d'accueillir Olivier Giragnan. Il est chercheur en histoire de la philosophie antique, spécialisé dans le stoïcisme. Il est également traducteur d'Épictète. Il enseigne la philosophie au lycée ainsi qu'à l'université Paris 1 et Paris 10. Dans ce podcast, nous allons nous concentrer sur la très célèbre distinction fondamentale que propose Épictète au début du manuel. Parmi les choses, les unes dépendent de nous, les autres n'en dépendent pas. Il y a énormément à dire sur ce sujet. Nous allons voir comment Épictète s'est reposé sur les principes stoïciens pour proposer cette distinction, comment il se distingue par rapport aux stoïciens qui l'ont précédé, comment l'opposition entre les stoïciens et les aristotéliciens a forgé l'idée chez Épictète. Nous allons parler de comment concilier la liberté de choix avec la conception déterministe du monde chez les stoïciens, et plein d'autres choses. J'ai mieux compris ce qu'Épictète propose dans son stoïcisme. Grâce à la clarté des explications d'Olivier et à son expertise, j'avoue que je suis un peu plus réconcilié avec la méthode d'Épictète, qui est un maître stoïcien fascinant. J'espère que vous serez aussi heureux que moi après la fin de ce podcast. Bonne écoute! Bonjour Olivier. Bonjour Ali. Je suis très heureux de te recevoir dans le podcast de Stoa Gallica. Tu es spécialiste d'Épictète. Du coup, on va tout de suite parler de un des philosophes stoïciens les plus importants. Et je vais commencer par lire la première phrase, première entrée du manuel, le manuel d'Épictète. Traduction Olivier. Donc ta traduction. Parmi les choses, les unes dépendent de nous, les autres n'en dépendent pas. Dépendent de nous, d'une part, le jugement, l'impulsion, le désir, l'aversion et en un mot, toutes nos activités propres. Ne dépendent pas de nous, d'autre part, le corps, nos biens matériels, les opinions que les autres ont de nous, les magistratures et en un mot, tout ce qui n'est pas notre activité propre. Alors, cette phrase-là, je pense qu'elle est devenue presque le slogan du stoïcisme. Et j'aimerais vraiment qu'on essaye de décortiquer et d'essayer de comprendre ce que Épictète veut dire par il y a des choses qui dépendent de nous et des choses qui n'en dépendent pas. Du coup, est-ce que tu peux nous expliquer rapidement, comment est-ce que Épictète en est arrivé à dire il y a des choses qui dépendent de nous et des choses qui n'en dépendent pas? D'accord. Alors c'est une mission compliquée, mais on va essayer de faire simple. Bon, alors déjà, c'est déjà juste pour remettre un tout petit peu dans le contexte, c'est pas vraiment Ouais. Épictète en fait qui commence par là, mais c'est Arien Mhm. qui donc a été son disciple pendant quelques mois. En Ouais. fait, à la fin de la vie d'Épictète, hein, Épictète il était déjà assez âgé à ce moment-là. Et donc, il a suivi les entretiens d'Épictète à Nicopolis. Donc, Épictète était déjà affranchi depuis longtemps, depuis peut-être une quarantaine d'années, peut-être un peu moins d'ailleurs. Et donc, Arien a voulu compiler en fait une sorte de. Enfin, il a voulu faire un peu comme Xénophon avait fait pour Socrate. Il a fait des entretiens d'Épictète, Mhm. donc 12 livres, 8 ou 12 livres dont il ne nous en reste plus que 4, et un manuel qui aurait compilé, en fait, résumé ces entretiens. Et ce qui est intéressant, c'est qu'Arien choisit donc de commencer par la phrase que tu as lue, Ouais. cette division que j'appelle fondamentale pour plusieurs raisons, qui, comme tu dis, est une division qui est devenue canonique au point qu'on résume le stoïcisme par Ouais, c'est vrai. cette division. Sauf que le problème pour l'historien de la philosophie que je suis, c'est qu'on ne retrouve pas cette division avant Épictète. C'est-à-dire que avant qu'Arien ne décide comment dire, d'instituer la philosophie stoïcienne d'Épictète, le stoïcisme d'Épictète par cette division, on ne la Mhm. retrouve nulle part. Donc en fait, Épictète invente la division. En fait, c'est lui qui invente la formule la plus célèbre du stoïcisme. Voilà, il l'invente et c'est vraiment une sorte de. Enfin, c'est vraiment à ça que tout se résume à chaque fois. Alors, il l'invente et en même temps, il recompose en fait des choses qui existaient déjà dans le stoïcisme à des endroits différents du stoïcisme, c'est-à-dire dans plusieurs parties du système stoïcien, qui est composé, donc, comme on sait, de la logique, de l'éthique et de la physique. Ouais.
Et donc, il fait une sorte de mélange ou de synthèse de plusieurs éléments qui existaient déjà. Et il en fait donc cette phrase canonique qui résume en fait toute sa pensée. On peut presque Mhm. mettre tout Épictète dans cette seule phrase. D'accord. D'accord. Oui, pardon. Vas-y, vas-y. Non, je t'en prie, je t'en prie. Et donc, ce qu'on retrouve dans cette division, donc c'est ce que j'essaie de montrer par ailleurs, c'est que on retrouve donc la fameuse tripartition éthique des biens, des mots et des indifférents, donc Ouais. un thème classique dans le stoïcisme depuis le début du stoïcisme. Et on retrouve aussi la problématique de la responsabilité, hein, puisque Ouais. dépendre de nous et ne pas dépendre de nous, en fait, ça renvoie au vieux problème qui opposait les stoïciens aux académiciens déjà, et puis qui les opposera ensuite aux péripatéticiens, donc problème de la compatibilité du destin et de la liberté humaine, hein, D'accord. en fait, qui était un problème physique, en tout cas que Chrysippe a traité comme un problème Mhm. physique. Et donc qui conduit une sorte d'aporie morale en fait pour la responsabilité. Le problème, c'est si tout arrive par le destin, on ne peut plus nous imputer en fait nos actions. Et donc, ce concept-là de ce qui dépend de nous et ce qui ne dépend pas de nous, ça renvoie à ça. En fait, ça renvoie à cette idée que la responsabilité, elle est définie en termes de limites, Mhm. c'est-à-dire qu'est-ce qu'on peut nous imputer, jusqu'où on peut nous l'imputer, pourquoi on peut nous l'imputer, etc., etc. Donc, D'accord. ça mêle voilà, ces deux aspects du stoïcisme en une seule phrase, quoi. Ça. D'accord. Donc, en fait, pour rappeler, la tripartition chez les stoïciens, les premiers stoïciens, c'était, ils divisaient un peu tout en trois choses. Il y a les biens, Mhm. c'est-à-dire la vertu, voilà, le courage, la justice et les autres vertus. Il y a les maux, c'est l'inverse des biens, Mhm. au final. Donc, voilà. L'inverse du courage, l'inverse de tout. Et les indifférents, entre les deux. Mhm. Donc, les indifférents, c'est tout le reste, en fait. Tout ce qui n'est pas bien, tout ce qui n'est pas mot, au final. Et tu dis qu'en plus, il y a la tripartition et il essaye aussi en même temps de faire rentrer la question de la liberté et de la responsabilité dans cette tripartition. Parce que Oui. qu'est-ce qui manque à cette tripartition en fait? Pourquoi est-ce il lui faut cette partie de la liberté? Alors parce qu'en fait, euh, tel que l'enseignement des premiers stoïciens a été transmis au moins jusqu'à Épictète, c'est-à-dire quand même au moins 3 siècles hein, Mhm. depuis Chrysippe, il a été transmis sous forme complètement scolaire, Oui. c'est-à-dire dans des traités on a perdu, hein, on n'a plus rien en fait d'original des premiers stoïciens, on n'a que des fragments. Nous, il nous reste que les œuvres des stoïciens impériaux, des Romains, quoi. Et donc, ces traités en fait de morale étaient des traités qui étaient très arides, très techniques. Bon, c'était ce qu'on enseignait en fait à l'école d'Épictète, par exemple, mais dans d'autres écoles aussi. Mhm. Euh, et le problème pour un philosophe qui se réclame aussi de l'héritage socratique, donc et cynique, un philosophe comme Épictète, Oui. c'est l'application de cette tripartition éthique, c'est l'application de ces traités moraux. Et pour Épictète, c'est toujours été le problème de savoir euh, comment je peux, dans la vie de tous les jours, utiliser cette distinction. Utiliser ces distinctions, comment ça peut faire de moi un sage, comment je peux me Comment aller comporter. vers le bien? Mhm. Voilà, exactement. Et Mhm. ça implique pour lui de saisir la responsabilité que j'ai. Ça implique d'avoir un retour sur sa propre responsabilité, Mhm. de prendre en compte en fait cette responsabilité, de l'assumer. Et pas, D'accord. donc, pas simplement d'apprendre ces divisions, Oui, je mais vois. de la mettre en pratique. Ouais, ouais, non, je comprends de mieux en mieux maintenant. En fait, la tripartition, c'est on a le bien, les indifférents, les mots, mais en fait, comment essayer d'arriver vers plus de bien, d'aller, d'éviter les mots et de faire avec les indifférents globalement. Et pour ça, en fait, Épictète a dit, ben, du coup, ben, la,
la division fondamentale, c'est qu'il y a des choses qui dépendent de nous. C'est ce qu'il dit, notre jugement, etc. Et des choses qui ne dépendent pas de nous. Du coup, il faut à peu près, on va dire rapidement, se concentrer sur ce qui dépend de nous un peu. C'est ça sur lequel il faut travailler parce que la seule chose sur laquelle on peut travailler, c'est ce qui dépend de nous. Et c'est ça, du coup, comment est-ce qu'on peut arriver au bien? C'est ça, en fait, à peu près, comment est-ce qu'il Alors oui, ce qu'il voulait transmettre? oui, c'est ça, sachant que déjà, dès le début du stoïcisme, le bien et le mal, c'est quelque chose qui est essentiellement dans l'âme. Donc, au départ, on a mis à l'extérieur de l'âme. Alors, bon, dans la division, il y a aussi des biens qui peuvent être extérieurs à l'âme. Ça complique un peu les choses. Et puis, parmi les indifférents, il y a aussi des préférables, des non préférables. Hmm. Donc là, il y avait des débats même au sein du portique au tout début sur ça. Non, je suis Mais, très intéressé par ça. Oui, vas-y, vas-y. mais alors, l'idée qui existait déjà en fait dans l'ancien stoïcisme, et là, Épictète n'a rien inventé, c'est que le bien et le mal, c'est la vertu et le vice. Donc, il Oui. n'y a pas vraiment de bien extérieur à l'âme. Donc l'idée, c'est Hmm. effectivement, c'est comment moi, je vais devenir sage, donc comment je vais atteindre la vertu, c'est-à-dire vivre en accord avec la nature, c'est le Oui. leitmotiv stoïcien. Comment moi, je vais pouvoir devenir un sage stoïcien, comment je vais pouvoir être heureux, puisque le but du jeu, c'est quand même d'être heureux. La vertu, elle suffit au bonheur dans le stoïcisme. Il n'y a pas besoin c'est pas comme chez Aristote, il n'y a pas besoin de biens matériels pour être Oui. heureux. Donc, comment moi, je peux atteindre cette vie-là? Et donc, l'idée, c'est pour atteindre, comme tu dis, ce bien, il faut que je prenne déjà conscience, déjà que ce bien, il est en moi. Il faut donc que je me Hmm. concentre sur mon âme. Il faut que je me concentre sur cette intériorité, cette proairésis, comme dit Épictète, donc ce qu'on traduit un peu mal par la faculté de choix. Et sur La toutes ces, proérésis. Ok. voilà, Hmm. à toutes ces actions-là qui sont dans l'âme, tous ces actes de l'âme, donc le désir, la répulsion, l'aversion, etc. Mhm. Je me concentre sur ça essentiellement Ouais. pour parvenir au bien, puisque c'est là-dedans que réside le bien. C'est pas à l'extérieur de moi. Je vois, d'accord, d'accord. C'est un travail intérieur. Il faut se rendre compte qu'en fait, tout le travail est forcément à l'intérieur et tout ce qui est à l'intérieur dépend de moi. Donc, en fait, si je veux arriver à ce bien qui est à l'intérieur de moi, il faut que je me concentre sur ce qui dépend de moi, ce qui est à l'intérieur de moi. C'est ça. Mm. Du coup, si on revient à ce qu'a dit Épictète, ce qui dépend de moi, si on veut, pour nos auditeurs, un peu décortiquer et expliquer un petit peu comment ce que à quoi pense Épictète, il y a le jugement, l'impulsion, le désir, l'aversion et en un mot, toutes nos activités propres. Donc, si tu peux juste rapidement expliquer ce qu'il veut dire exactement par le jugement, l'impulsion, le désir, l'aversion, s'il y a une explication un peu canonique de ce qu'il Ouais. propose. Alors, c'est des concepts, en fait, c'est des termes techniques hein, qui appartiennent à ce qu'on appelle la psychologie de l'action. C'est donc une théorie qui a été développée depuis Chrysippe, surtout. Enfin, c'est Mhm. l'épreuve qu'on a. Hein. Dans les débats interminables qu'il y avait entre les stoïciens et les académiciens, donc à peu près au IIIe siècle avant Jésus-Christ, grosso modo. Donc entre d'abord la moyenne académie d'Arcésilas et Chrysippe, et puis après Carnéade, donc la nouvelle académie, donc les sceptiques, en fait, c'est la version sceptique de l'académie, Ok. voilà, qui a continué à débattre avec les successeurs de Chrysippe. Et donc il y a tout un tas de concepts comme ça qui ont passé les siècles. Ah, c'est mon chat se réveille. Donc, qui ont passé les siècles et qui donc sont arrivés jusqu'à Épictète. Donc c'est vrai que c'est des concepts qui paraissent techniques, et ils le sont, Mhm. mais il ne faut pas forcément les surinvestir. C'est-à-dire, en fait, quand Épictète Ouais. parle de désir, d'aversion, alors évidemment, ça renvoie à des notions techniques, Mhm. et on peut, si on est un stoïcien un peu chevronné, on peut retrouver ça déjà, retrouver des définitions. Mais en fait, c'est plutôt, je pense qu'il faut le prendre dans un sens très commun. L'idée, c'est que D'accord. très rapidement, ce qu'il va faire, c'est qu'il va réduire en fait ces opérations de l'âme. Donc, désir, aversion, donc ça concerne les biens et les maux, enfin les choses qu'on se représente comme étant des biens et des maux. Et donc, on va désirer obtenir ou éviter. Et l'impulsion, la répulsion, c'est des choses qu'on va vouloir obtenir parce qu'on les a désirés comme des biens ou parce qu'au contraire,
ou qu'on va vouloir fuir parce qu'on se les est représentés comme des mots, qu'on les a en aversion. Et donc Épictète, il va résumer tout ça à nos activités propres, c'est-à-dire les choses sur lesquelles on a un pouvoir absolu, grosso modo, personne ne peut nous contraindre dans ces matières, et plus généralement à ce qu'il appelle l'usage des représentations. C'est-à-dire que pour lui, en fait, tout se résume, toutes ces choses-là, voilà, ces concepts un peu compliqués, etc., ces opérations de l'âme, c'est de l'usage des représentations. C'est comment on va répondre en fait, aux représentations qui nous sollicitent perpétuellement, enfin, voilà, des représentations plus ou moins convaincantes d'ailleurs. Comment on va en faire usage, c'est-à-dire comment on va se les représenter, ces représentations. D'accord. Voilà. Parce que pour Épictète, tout est représentation. Bon, c'est pas Schopenhauer, mais c'est la représentation d'Épictète. La représentation, c'est le monde nous donne des impulsions, je sais pas comment dire, des images, et nous, on va interpréter l'image. C'est ça notre représentation. Voilà, en fait, la représentation, c'est un terme technique inventé par le premier stoïcien qui est Zénon de Citium. Et l'idée, c'est de dire que, enfin, pour le dire simplement, c'est l'interface. Enfin, je ne sais pas si c'est simple, je vais tenter une explication simple. C'est l'interface qu'il y a entre moi et le monde, quoi, grosso modo. C'est-à-dire que on est tous. Bon, déjà, il y a un continuisme physique dans le stoïcisme qui fait qu'il n'y a pas une dualité entre l'âme et le corps. Déjà, on n'est pas, par exemple, chez Descartes, il n'y a pas de dualisme entre l'âme et le corps. Voilà. Donc l'âme, ce n'est pas une substance immatérielle comme il pourrait y avoir dans le platonisme, par exemple chez Platon. Voilà. Non, pour les stoïciens, l'âme, elle est purement matérielle. Comme le monde, en fait, elle est de même nature physique que le monde. Donc, dès qu'un corps, comme l'âme est un corps, hein, c'est un matérialisme mais corporéiste, pas atomiste. Donc, dès qu'un corps, pardon, agit sur l'âme, qui est aussi un corps, l'âme, elle est altérée. Et l'effet de cette altération de l'âme, c'est une représentation. D'accord. Donc, ce qu'on appelle un phantaston, donc quand un objet impresseur va imprimer sa marque dans mon âme, il va y avoir une altération de cette âme qui va être une représentation. Et puis après, il y a une typologie des représentations chez les stoïciens. Donc, il y a plusieurs types de représentations. Il y a des vraies, il y a des fausses, il y a des hallucinations, il y a des représentations compréhensives. Donc, ça, c'est le critère de la vérité chez les stoïciens. C'est ce qui permet, contrairement à ce que pensaient les sceptiques, d'atteindre une forme de vérité, d'évidence absolue. Et donc, cette représentation, elle est absolument neutre au départ. C'est-à-dire qu'elle ne porte en elle aucun jugement. C'est-à-dire, il n'y a pas de jugement moral qui l'accompagne. Il y a simplement, c'est une proposition d'une représentation. Il y a simplement quelque chose comme une proposition qui vient avec elle. Et ensuite, c'est moi, dans la manière dont je vais y répondre à cette représentation. C'est-à-dire, c'est moi, dans la manière dont je vais l'interpréter. Donc là, on serait plus chez Nietzsche, du coup, que chez Schopenhauer. Mais c'est moi, dans la manière où je vais l'interpréter, qui vais lui donner une certaine couleur, en fait, qui va dire, bon, voilà, par exemple, je prends l'exemple à chaque fois, par exemple, mon fils est mort. Ça, c'est une représentation qui va avec l'événement. En soi, elle est neutre. C'est un fait brut. Et c'est moi qui vais. Alors, bon, là, c'est une représentation choquante, donc ça va être plus facile pour moi, qui suis un parfait insensé, de mal l'interpréter. Donc, c'est moi qui vais user de cette représentation, c'est-à-dire qui vais en fait ajouter une opinion à cette représentation que c'est un mal. Et donc, je vais classer en fait l'objet qui m'est présenté ou l'événement qui m'est présenté dans cette représentation, je vais classer cet objet dans la catégorie des mots. Parce que pour moi, c'est un mal C'est un mal. que mon fils soit mort. Alors le problème, c'est que quand je fais ça, je me trompe pour Épictète parce que mon fils soit mort, ça doit être un indifférent. Même si ce n'est pas préférable, ça reste un indifférent. Et donc, ce qui fait la différence pour moi, morale, c'est l'usage que je fais de la représentation. Mais ce n'est pas la chose qui m'est proposée par la représentation. Ça ne fait pas de différence. C'est un indifférent. Ce qui, en revanche, n'est pas du tout un indifférent, mais ce qui est bien ou mal, c'est comment je vais l'interpréter. C'est l'usage, donc c'est ça qu'il appelle l'usage de cette représentation. Donc en fait, notre jugement, c'est un usage d'une représentation. C'est quand on a jugé un événement comme tel ou tel.
le désir et l'aversion, c'est aussi une sorte d'usage une impulsion dont on a vu quelque chose qu'on veut, je sais pas, une jolie montre ou quelque chose comme ça, et on se dit, ah bah tiens, je claquerais bien 2000 € pour ça, alors qu'il n'y a pas l'argent. Voilà, c'est désir, l'aversion, ouais, donc je comprends mieux en fait. Et c'est ce que tu disais dans ton exemple, en fait, c'est cohérent, en fait. Le stoïcisme est très cohérent, même si parfois il est un peu dérangeant, mais on est très cohérent. C'est qu'au final, oui, la mort de mon fils est un indifférent, mais c'est parce que, bah, au final, bah, tout ce qui dépend de nous, c'est intérieur, tout ce qui est, voilà, tout le bien, tout ce qui est l'âme, ça vient de nous à l'intérieur. Et du coup, de toute façon, dans ce système-là, c'est pas possible que le reste soit quelque chose sur lequel on peut vraiment voilà, agir, ou ça ne peut pas être un bien. Même si bon, on peut contester évidemment la fondamentale, le fondement de cette philosophie, mais dans le système stoïcien, c'est très cohérent. Ouais, je vois, d'accord. Ok, très bien. Donc ça, c'est pour ce qui dépend de nous. Alors, il y a ce qui ne dépend pas de nous, et ça, ben, du coup, on va en venir justement à cet exemple. On a parlé d'indifférence, ce qui ne dépend pas de nous, d'autre part, le corps, nos biens matériels, les opinions que les autres ont de nous, les magistratures, et en un mot, tout ce qui n'est pas notre activité propre. Donc, tout l'extérieur au final. Et ça revient donc aux indifférents. Bon, on a déjà plusieurs fois dit ce mot, c'est quoi? L'indifférent chez Épictète, enfin dans le stoïcisme globalement, mais chez Épictète. Tu as dit indifférent, indifférent préférable, non préférable. Et est-ce que tu pourrais préciser un petit peu plus ce que ça veut dire, s'il te plaît? Ok. En fait, indifférent, je pense, il faut le prendre au sens littéral, c'est ce qui fait pas de différence, déjà. Mhm. Donc, d'abord, c'est contrairement au bien ou au mal, pardon, c'est ce qui ne fait pas de différence morale, c'est-à-dire ni par rapport au bonheur ou au malheur, par exemple, ni par Mhm. rapport à la vertu ou au vice. Donc ça, c'est une attaque directe que les premiers stoïciens avaient lancée contre, par exemple, les aristotéliciens, hein, qui étaient à mon avis la cible. Par exemple, le fait d'être en bonne santé, bon, pour Aristote, la santé, c'est un bien, ou la richesse est un bien, bah non, en fait, c'est pas un bien. Alors, ça peut être préférable, c'est-à-dire que jamais les stoïciens vont dire, c'est pas des cyniques, hein, donc ils vont pas dire, oui, à la rigueur, qu'on soit en mauvaise santé, tant mieux. Enfin, ils vont pas chercher à se détacher complètement des choses. Ils vont quand même accorder une certaine valeur. D'ailleurs, c'est ce qui a créé pas mal de polémiques au sein même du portique, puisqu'il y a des stoïciens comme Ariston, par exemple, qui vont rejeter cette différence entre préférable et non préférable. Donc, évidemment il y a des indifférents qu'il est préférable d'avoir. Par exemple, il est préférable d'être en bonne santé qu'être malade, ou juste de vivre qu'être mort. Ça, il n'y a aucun problème. Et d'ailleurs, dans des indifférents, la sélection des indifférents, elle se fait toujours en fonction des préférables. C'est ce qu'il y a un passage célèbre, je crois que c'est dans le chapitre 6 du livre 2 des Entretiens, où Épictète cite Chrysippe et qui dit en substance, bon, ben moi, je ne connais pas l'avenir, je ne sais pas si, par exemple, je dois mourir de maladie ou quoi, mais tant que j'ignore le futur, puisque je suis un homme, je ne peux pas connaître le futur, ben, tant que j'ignore le futur, moi, je m'attache à sélectionner les indifférents préférables, puisque c'est ce qui est conforme à la nature. Donc, si je suis malade, je vais chez le médecin. Mhm. Donc, l'argument paresseux, on oublie. Si on est D'accord. malade, on va chez le médecin. Après, qu'on guérisse ou pas, bon, bah ça, ce sera confatal au fait qu'on sera allé ou pas chez le médecin, ou pas Mhm. d'ailleurs. Mais nous, on se contente de ça. Donc, la question de la préférabilité des indifférents, c'est hyper important parce que ça permet de comprendre comment les stoïciens ils vont agir dans la vie de tous les jours, voilà, avec les représentations raisonnables qu'ils peuvent avoir des choses, sans connaître forcément la suite des conséquences. Ça, c'est le Mhm. premier sens. Maintenant, le deuxième sens, indifférence, ça marque aussi une attitude. C'est-à-dire que puisque ce ne sont pas des biens ou des mots, eh ben, il faut être indifférent vis-à-vis d'eux. Donc là, c'est plutôt le sens où l'indifférence, c'est l'indifférence que moi j'ai vis-à-vis de ces choses. Alors, pourquoi, pour Épictète, il faut être indifférent? Eh ben, c'est tout le sens de sa distinction, ce qui dépend de nous, ce qui ne dépend pas de nous. C'est parce que précisément, si ça ne dépend pas de nous, c'est que on ne peut pas avoir un pouvoir absolu sur ces choses. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas un certain pouvoir sur ces choses, qu'on ne peut pas les influencer. Par exemple, mon corps, bah oui, je peux en prendre soin, je peux aller chez le médecin quand je suis malade, me couvrir, etc.
Quand il fait froid, pas de problème. Mais je n'ai pas un pouvoir absolu sur mon corps. Parce que tout simplement, mon corps, il est livré à toutes les influences extérieures, à tout le jeu de la causalité extérieure, finalement au destin, finalement à Dieu lui-même. Ce qui fait que si je crois que mon corps dépend de moi, c'est-à-dire si je pense qu'il dépend de moi absolument de faire ce que je veux de mon corps, tôt ou tard, je vais être malheureux. Parce que non seulement déjà je vais mourir, mais avant de mourir, probablement que je vais vieillir, enfin j'espère. Meilleur moyen de ne pas mourir, comme dirait l'autre. Et puis, je peux même tomber malade, même très malade, etc. Donc, le fait de dire dès le départ, cette chose-là, elle ne dépend pas de moi, ça ne veut pas dire, comme on croit souvent, je ne peux rien faire sur cette chose et j'ai aucun pouvoir dessus. Ça serait absurde. Ça veut juste dire, dès le départ, comprends que le pouvoir que tu as dessus, il n'est que relatif. Parce que si tu cherches à posséder des indifférents, comme la richesse, comme les charges, etc., c'est ces choses qui vont finir par te posséder un jour. Parce que tu ne pourras jamais en être vraiment propriétaire. En fait, tu seras toujours dans l'espoir de les obtenir vraiment. Et quand tu penseras les avoir obtenus, en fait, c'est là où tu les perdras, etc., etc. Donc, il faut être complètement indifférent vis-à-vis de ces choses, c'est-à-dire s'en détacher, se les représenter comme telles. Voilà. Je vois. Je vois. Alors, donc tu as dit c'est en deux sens. Donc le premier sens, c'est l'indifférent dans le sens où ça ne fait pas de différence pour aller vers le bien. C'est que en fait ces choses-là, de toute façon, pour aller vers le bien, c'est intérieur, c'est notre âme, c'est ce qui dépend de nous. Et tout le reste, en fait, il ne fait pas de différence. Qu'il est là ou qu'il soit là ou qu'il ne soit pas là, on peut faire le bien ou on peut aller vers le mal. En fait. C'est ça après, ce qu'il veut dire. Et dans les indifférents, il y a les préférables et les non préférables. J'aime bien quand tu as dit, c'est Chrysippe qui disait que comme je ne connais pas l'avenir, je ne suis pas un oracle, un voyant, je ne sais pas. Donc, je vais aller avec les indifférents préférables, c'est-à-dire avoir une bonne santé, avoir une bonne richesse et l'argument, tu as dit, ça évite l'argument du paresseux. L'argument du paresseux, c'est que, en fait, je ne sais pas est-ce que ça sera bien ou ça ne sera pas bien, donc je ne fais rien. C'est-à-dire que je ne sais pas est-ce que ma santé sera meilleure après, je ne sais pas est-ce qu'elle sera mauvaise. Du coup, je fais n'importe quoi au final. Mais non. En fait, ce qu'il va dire, c'est que tu ne sais pas l'avenir. Les préférables sont quand même mieux. C'est ça. Et la deuxième chose, deuxième sens, c'est là où, en fait, j'entends beaucoup le premier sens, celui de ça ne fait pas de différence, mais j'entends moins le deuxième sens dont tu parles. Le deuxième sens, c'est vraiment l'indifférence comme nous, on pourrait le penser lorsqu'on entend le mot. Et ce qui cause souvent beaucoup de problèmes quand même. Quand on dit, ah oui, il y a des choses indifférentes, la mort de mon fils est indifférent, tout de suite, les gens se... Tu vois, ils font un peu le chat contre, avec un peu trop d'eau, je ne sais pas. Les chats ne sont pas stoïciens. Ouais. Et ça, en fait, du coup, tu nous dis que pour Épictète, il y a cette notion de, en fait, il faut être un peu indifférent par rapport à tout ce qu'on appelle les indifférences. C'est-à-dire que ça ne dépend pas de nous, ça ne dépend pas de nous, il ne faut pas être trop attaché. Oui, alors c'est pas. Alors, déjà sur le premier sens, juste parce que quelque chose me revenait là pendant que tu parlais, et effectivement, tu as très bien dit. Quand je dis effectivement, il faut sélectionner les indifférents préférables quand on ignore le futur. Bon, en fait, l'idée, c'est que la valeur de l'indifférent, donc qu'il soit préférable ou non préférable, dépend de la circonstance, toujours. Donc, il est toujours conforme à la nature ou contraire à la nature en fonction des circonstances. Donc, il y a un exemple typique où Épictète parle d'une traversée en mer, c'est dans le chapitre 5 du livre 2, où il dit, en fait, moi, je vais faire une traversée en mer. Donc, je sélectionne les indifférents préférables. Je choisis le meilleur pilote, le meilleur bateau, le meilleur trajet, etc. etc. Ok, jusque-là, tout va bien, c'est conforme à la nature. Je ne connais pas le futur. Bon, il se trouve que le futur, c'est que je vais mourir, en fait. Ça, je l'ignorais. Voilà.
je vais mourir en mer. Et ça, je m'en aperçois parce qu'à un moment donné de la traversée, la situation change complètement. Là. Donc là, je vois que c'est fou. Gros grain, grosse Voilà. déferlante, ça Gros souffle, déferlant. c'est 50 nœuds, je vois ce que c'est. À l'époque, ça pardonnait pas. Hein. Ouais. Donc voilà, à ce moment-là, la situation change et là, je connais le futur. Donc, je sais que je vais mourir. Ouais. Et donc, les indifférents changent. C'est-à-dire que ce qui était préférable avant ne devient plus préférable maintenant. Par exemple, avant, il était préférable que je sauve ma vie à tout prix, que je suive ça, puisque c'est ce qui était conforme à la nature. Là, c'est plus préférable. Là, à ce moment-là, la valeur de l'indifférent change, donc j'accepte de mourir, puisque de toute D'accord. façon, je vais y passer. Mmh. Non, il y a quelque chose qui ne change pas, c'est mon caractère, mon comportement. Et Épictète, il le dit bien, c'est j'ai encore une possibilité, quelque chose qui est de ma responsabilité, c'est je peux encore soit blâmer Dieu, soit ne pas le blâmer, soit, je sais pas, j'imagine essayer de me jeter sur un canot pour prendre le dernier canot de sauvetage, là, comme dans Titanic, là, et laisser tous les autres se noyer, ou soit au Mmh. contraire mourir dignement, etc. Et Ouais. donc l'idée, c'est que avec le changement de situation, change la valeur positive ou négative de l'indifférent. Bon, voilà, ça c'était juste pour Je vois. Mmh. Et maintenant Non, pour non, le c'est super intéressant, super intéressant. C'est quoi, en fait, ça dépend vraiment. Il faut faire preuve de sagesse pratique, c'est ça. Exactement. Ouais, une des Exactement. vertus stoïciennes. Mmh. Exactement. Et pour le deuxième point, comme tu dis, alors ça, c'est peut-être l'influence cynique d'Épictète, c'est le fait qu'on soit indifférent. Alors oui, il faut se détacher totalement des choses qu'on considère comme des biens, comme des mots, mais c'est pas un détachement cynique, justement. C'est pas un détachement cynique au sens où il ne s'agit pas de négliger ces choses, au contraire même. C'est-à-dire Mmh. que les stoïciens jamais ne vont dire qu'il faudra couper le lien naturel qu'on a, par exemple, avec les autres. Alors, on prenait l'exemple du fils. Voilà. On ne va pas s'arrêter d'aimer son fils, quoi. Voilà. Et au contraire, il ne faut surtout pas le faire parce que Mmh. c'est l'une des bases même, la compréhension de notre responsabilité sociale vis-à-vis Mmh. d'autrui. Non. En fait, ce qu'ils essayent de faire, c'est de montrer que la plupart du temps, on est mal attaché aux autres. C'est-à-dire, il ne s'agit pas de se détacher des autres pour couper le cordon, un peu comme les Mmh. bouddhistes voilà, se rasent la tête et essaient de se défaire de toutes ces choses mortelles, etc. Mmh. Je ne suis pas du tout expert en philosophie bouddhiste, donc je n'en dirai pas plus. Ma connaissance s'arrête là. Il ne s'agit pas de ni faire comme les cyniques, c'est-à-dire ne plus se laver, négliger son corps, Ouais. etc. Jeter sa gourde, oui. Voilà, pas du tout. Boire avec ses mains. Il ne s'agit pas de faire ça. Il s'agit en fait de s'attacher à ces choses, mais de la bonne manière. Et la plupart du temps, pourquoi on est malheureux et pourquoi on est vicieux, enfin, en tout cas, voilà, on agit comme des insensés, c'est parce qu'on est mal attaché à ces indifférents, parce que Mmh. justement, on ne les considère pas comme des indifférents. Mmh. Et donc, toute la philosophie d'Épictète, donc dans son versant pratique, elle consiste à dire qu'on ne peut de toute façon prendre soin de ces choses. Donc, quand je dis choses, c'est aussi bien la marmite que l'enfant, que si justement on les considère comme des indifférents. C'est la condition de possibilité Mmh. d'un bon attachement à ces choses et donc d'un soin qu'on apportera à ces choses. Parce que si on y est mal attaché, si on y est attaché comme des biens ou comme des mots, si on les désire ou si on les a en aversion, etc., ben, on en usera mal. Ouais. On se fera du mal à cette occasion, on leur fera du mal aussi parce que eux-mêmes souvent sont des indifférents, c'est pas des sages stoïciens. Hein. Et donc voilà, donc ça se passera mal. Donc c'est pas une indifférence, je dirais froide. Voilà, il faut pas devenir un criminel qui tue un tueur de sang-froid. Hein. C'est tout le contraire. Mais il y a des passages très clairs où il dit il faut pas être insensible comme une statue. Hein. C'est pas ça le stoïcisme. Oui, bah parce que Que j'aurais pas supporté moi-même. Hein. bah, ça donne quand même parfois cette image. C'est une des images d'ailleurs très répandues qui vient de être stoïque, un peu comme Spock dans Star Trek, une image qui est donnée souvent, et quelqu'un d'extrêmement rationnel, voilà, il calcule, il sait ce qui est bien, il sait ce qui est mal, et puis il avance. Du coup, en fait, je comprends, j'aime beaucoup en fait cette manière dont tu présentes, dire que c'est pour pouvoir euh, prendre soin, prendre soin
de ces choses-là, en fait, si on veut en prendre soin, il ne faut pas les étouffer, il ne faut pas être tellement attaché que, en fait, on les écrase. Il faut être, au contraire, pour Épictète, c'est les considérer comme des indifférents, c'est-à-dire que ben, je les traite du mieux que je peux, mais bon, si elles glissent de mes mains, ben, voilà, je n'y peux rien du tout. C'est Zeus qui voulait ça. Zeus qui voulait ça. Mais quand même, il y a. Est-ce que tu ne penses pas que parfois cette manière de présenter les choses en termes d'indifférent ne peut pas pousser à voir un peu le stoïcisme comme un petit peu froid? Oui, c'est sûr. Alors, chez Épictète, ça donne cet effet parce que déjà, bon, dans le manuel, le but, c'est d'aller au plus simple, hein, c'est d'aller. Ouais. C'est la fonction du manuel, c'est un pense-bête, hein, donc pour avoir tout le temps sous la main les préceptes. Et même quand on rentre dans les entretiens, c'est pas plus chaud parce que Épictète est 2 fois sur 3 en colère, il s'énerve contre ses disciples, il prend toujours des exemples radicaux. On est Ouais. souvent contraint d'être d'accord avec lui, mais c'est vrai que c'est compliqué. Si on lit par exemple les pensées de Marc Aurèle, il y a beaucoup plus, on insiste beaucoup plus sur la douceur, Ouais. sur ces choses-là. Chez Épictète, Comprends-les, ouais, c'est ça, comprends-les, tolère-les, c'est ça, voilà, c'est beaucoup plus de ça va passer, c'est voilà, voilà. soit mieux, soit meilleur. Hmm. Ouais. Alors, je sais pas si c'est parce qu'ils avaient des positions sociales diamétralement opposées que l'un est hyper dur. Bon, en même temps, Épictète, on va dire qu'il a pas forcément vécu des situations très heureuses. Et qu'à l'inverse, l'autre est beaucoup plus tolérant. Bon, voilà, aujourd'hui, on dirait que c'est leurs conditions sociales qui ont déterminé un peu leur psyché. Mais, mais bon, c'est vrai que pour trouver de la douceur chez Épictète, il faut lire entre les lignes. Et on est souvent peut-être un peu refroidi, c'est le cas de le dire, Ouais. par, par tout ça, quoi, par ce qu'il dit. Ouais. Mm. Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est un peu l'impression parfois que ça donne, mais bon, on comprend mieux, quand tu l'expliques, on comprend mieux un peu comment est-ce que, voilà, J'essaye de le leur sauver, quoi, parce rapport. C'est ça. Ouais. Justement, du coup, il parle de ça en fait, comme il y a des choses qui dépendent de nous et des choses qui ne dépendent pas de nous, il y a des choses indifférentes en fait, qui ne dépendent pas de nous, mais en fait, sur quoi exactement il se base, on va dire, pour dire qu'il y a vraiment des choses qui ne dépendent pas de nous, ou qu'il y a des indifférents qui sont en fait, qui ne dépendent pas de nous, parce que c'est assez radical de dire que c'est une dichotomie. Enfin, justement, les Américains ou les anglophones disent c'est une dichotomie du contrôle, mais en fait, ces deux pôles-là, il y a plusieurs voix qui disent en fait, elles ne sont pas, c'est pas binaire. Il y a Mhm. peut-être des choses qui plus ou moins dépendent de nous. Comment est-ce que il justifie ça et comment est-ce que tu penses qu'il répondrait à cet argument en fait? Mhm. Ah, c'est une très bonne question. En fait, ce que enfin, je pourrais, c'est ce que j'ai un petit peu dit tout à l'heure, je pourrais développer sur ces histoires de causalité, rentrer dans des arguments physiques, on va dire, qui relèvent de la physique stoïcienne, parce que déjà, dès Chrysippe, on a cette division quand même au sein d'un cosmos qui est en fait une chaîne causale, hein, qui est le destin, Oui. chaîne causale d'événements. Alors pas au sens justement des modernes, mais au sens stoïcien. On a déjà en fait une dichotomie causale, c'est-à-dire il y a déjà en fait une séparation causale, une rupture causale qu'il y a entre l'âme et le monde extérieur. Donc on pourrait fonder cette division sur ça si on voulait la justifier. Mais je pense que D'accord. Épictète ne le fait pas. C'est pas du tout son propos. Et c'est plus une pétition de principe. C'est-à-dire que il n'a pas à démontrer ça, en fait. Lui, il prend Mm. le problème dans l'autre sens. C'est-à-dire que pour lui, comme pour tout philosophe, d'ailleurs hellénistique, hein, avant lui, pour lui, le problème, c'est le bonheur. Donc, Mm. alors, la vertu aussi, mais comme la vertu est suffisante au bonheur, ces deux choses s'équivalent. Le problème, c'est être heureux en toutes circonstances et être vertueux en toutes circonstances. Comment on fait? Mm. Et donc, cette dichotomie, elle a un sens
enfin, qui est justifiée a posteriori par comment dire, par cet enjeu qui est d'être invincible en toutes circonstances. C'est-à-dire c'est une promesse de la Une philosophie. promesse, ouais. Et cette promesse, c'est la vieille promesse des philosophes hellénistiques, donc des épicuriens, des stoïciens, mais aussi des sceptiques, des pyrrhoniens. C'est que voilà, la philosophie va nous permettre d'être heureux en toutes circonstances. Ouais. Donc, Faites comme on vous dit et vous serez heureux. C'est voilà. ça à peu près. Ouais. En présupposant quand même quelque chose qui, pour nous, aujourd'hui, nous paraîtrait complètement aberrant, c'est que, en fait, le bonheur, c'est juste une affaire de jugement, quoi. Finalement, c'est une affaire d'opinion. Tout ça, ce n'est que du jugement. Aujourd'hui, on est à l'opposé de ça, hein. Alors peut-être ça reviendra, mais aujourd'hui, je dirais même presque que la distinction d'Épictète, elle est inversée. C'est-à-dire qu'on a plutôt tendance à penser que tout ce qui se passe dans notre psyché, c'est hors de contrôle. Par contre, c'est vrai que la technique moderne nous a rendu le monde parfaitement sous notre dépendance. Maîtrisable, oui, ouais, c'est ça. Tu vois? Donc c'est complètement bon, voilà. Mais sauf que ce qui donne sens encore, à mon avis, aujourd'hui, ce qui fait que ce texte, à mon avis, ne mourra jamais et qui sera tout le temps réédité, retraduit, etc., c'est que finalement, Épictète a compris quelque chose, c'est que si on veut, à un moment donné, être heureux en toutes circonstances, il faut poser, donc, comme je disais, une pétition par principe, quoi, hein, sans le démontrer, juste en l'affirmant que on est absolument responsable de nos représentations, de nos jugements. Peut-être que c'est faux, c'est peut-être faux, c'est peut-être qu'il n'a aucun moyen de vraiment de l'argumenter, que après tout, voilà, c'est une pure pétition de principe, une pure affirmation sans preuve. C'est peut-être une intuition d'ailleurs. D'ailleurs, on pourrait presque dire qu'il y a une intuition ici fondamentale d'une liberté comme ça, voilà. Un peu comme on trouve chez Kant d'ailleurs. Ouais. Il sent que c'est comme ça. Il sent que, il sent dans son expérience, comment est-ce qu'il le vit, que c'est comme ça que ça marche. Exactement. Et en revanche, pour être heureux, il faut que tout ce qui appartienne aux catégories de la vie, catégories existentielles, donc tout ce qui a trait au corps, tout ce qui a trait aux autres, au fait, à la réputation qu'on peut avoir auprès d'eux, tout ce qui a trait à nos possessions, tout ce qui a trait aux charges, au métier qu'on exerce, au rôle qu'on nous donne dans la société, toutes ces choses-là, en fait, ne sont pas en notre pouvoir. Et donc, si on veut être absolument heureux, il faut partir de ce principe qu'il y a cette division-là. Sans quoi le bonheur est impossible. Finalement, c'est un peu ce que faisait Épicure, mais dans une autre mesure. Épicure, lui, il partait exactement du même enjeu, où même les pyrrhoniens feront la même chose. C'est-à-dire, mon but, c'est d'être absolument heureux. Maintenant, comment je vais faire pour trouver les moyens d'y parvenir? Pour ça, il faut que j'invente une sorte de fiction philosophique que je vais démontrer, je vais argumenter, évidemment. Mais il faut que je parte d'un principe philosophique fort. Alors, chez Épicure, c'est l'atomisme. Voilà. Bon. Chez Épictète, c'est la division. Chez les sceptiques, c'est la suspension du jugement, etc. Et je pars donc de cet enjeu pour ensuite affirmer quelque chose. Donc, voilà, pour répondre à ta question, qui est une très bonne question, ce n'est pas démontré, et je pense même que ce n'est pas démontrable. D'accord. Même en prenant, je sais pas, les principes physiques du stoïcisme, ça reste quand même un peu laborieux, c'est ça? Il faut y croire aussi. Alors, on pourrait le faire, mais on pourrait s'amuser à essayer de reconstruire, mais la conséquence ne vaudrait pas, en fait. On peut, hein, bien sûr, on pourrait toujours dire que, d'ailleurs, c'est un peu ce que j'ai essayé de faire, mais on pourrait toujours dire que oui, bien sûr, il n'y a pas de transition, en fait, causale du monde extérieur à l'âme. Donc, si bien que, puisqu'il n'y a pas de transition causale, alors ces choses ne sont pas de notre responsabilité. C'est vrai qu'on pourrait faire ça. Mais quand j'ai essayé, j'ai tenté de le faire, ça fait quelques années maintenant, j'ai essayé de le faire, je me suis rendu compte que, en fait, la question n'était pas posée du tout de la même manière dans l'ancien stoïcisme de Chrysippe que chez Épictète. Hein. Chez Chrysippe, la question de la responsabilité morale, c'est quelque chose qui est vu de manière purement, j'allais dire, purement
horizontale où on va chercher en fait à imputer nos actions, un peu comme chez Aristote d'ailleurs. On va chercher à imputer nos actions en trouvant en nous une cause principale de ces actions qui ne serait pas déterminée par des causes antécédentes, c'est-à-dire par le destin. Chez Épictète, il n'y a pas tout ce raisonnement-là. On ne cherche pas à imputer nos actions, on ne cherche pas les conditions d'imputabilité, c'est ce qu'on appelle classiquement le compatibilisme en philosophie. On ne cherche pas à faire ça. On pose d'entrée de jeu qu'on a une prohérésie, c'est-à-dire on a un don divin, voilà, qui est notre prohérésis, qui induit une responsabilité absolue sur cette portion du monde qui est une sorte d'enclave absolument autonome qu'est l'âme. Voilà. Un monarque absolu sur ça. Et ça, c'est le don divin. Même Dieu lui-même n'a aucun pouvoir sur ça. Même le destin lui-même n'a aucun pouvoir sur ça. Ouais, parce que pour rappeler, le stoïcisme, il est fataliste, c'est-à-dire que il y a un destin qui régit tout de cause à effet. Mais pour Épictète, du coup, il y a une enclave de liberté qu'il déclare, c'est celle de notre âme, de ce qui dépend de nous, c'est-à-dire nos impulsions, nos désirs, aversions et nos jugements. Ça, c'est notre liberté. Et c'est là où il dit, ben voilà, vous avez cette liberté-là. Je vous l'ai dit, ben, qu'est-ce que vous en faites? C'est ça. Qu'est-ce que vous en faites de cette liberté-là? Est-ce que vous allez vers le bien ou est-ce que vous allez vers le vice ou voilà, est-ce que vous vous laissez traîner par les indifférents? C'est globalement ça. C'est ça. Alors c'est ça, et en même temps, ça pose énormément de problèmes qui paraissent un peu insolubles comme ça. parce que, en fait, si on prend... en fait, on ne peut pas vraiment désolidariser l'âme du monde extérieur. C'est-à-dire que si on fait des choix, si par exemple, si je prends le cas il y a un cas qui est classique, qui est repris depuis Chrysippe même, qui est repris par Épictète, c'est le cas de l'Iliade et l'Odyssée. Donc, Épictète, il dit ceci, je crois que c'est dans le chapitre 28 du livre 1, des Entretiens, il parle de l'exemple de Médée, puis après de l'Iliade et l'Odyssée. Il dit, voilà, s'il y a eu la guerre de Troie, bah, c'est parce que, en fait, Ménélas s'est représenté que c'était une perte d'être privé d'Hélène, c'est-à-dire d'une femme infidèle. Ouais. Alors, s'il s'était représenté plutôt que c'était un gain, il n'y aurait pas la guerre de Troie. C'est facile, bon. Voilà. Et en plus, non seulement il n'y aurait pas eu la guerre de Troie, mais il ajoute, et en plus, il n'y aurait même pas eu l'Odyssée, parce que du coup, il ne serait pas allé à Troie pour revenir encore 10 ans à traîner dans la mer. C'est ça. Voilà, exactement. Donc, ça veut bien dire que, quand il dit ça, ça veut bien dire que, et il a raison, sinon ce ne serait pas logique, ça veut bien dire que la manière dont on a de se représenter les choses, ça va forcément faire partie aussi du destin. Maintenant, ce qui veut dire, et ça c'est un problème qui est très compliqué sur lequel je travaille en ce moment d'ailleurs, ce qui veut dire, c'est, il ne veut pas dire pour autant que nos décisions, elles sont déjà nécessaires. C'est-à-dire les choix que je ferai dans 10 ans, ils ne sont pas déjà nécessaires maintenant. Mais néanmoins, pour un stoïcien, et Épictète, c'est un stoïcien qui se respecte, bien, les choix que je ferai dans 10 ans, d'une certaine manière, ils sont déjà fixés. C'est-à-dire que le futur n'est pas du tout ouvert. Il est, par exemple, dans 10 ans, alors si je suis toujours là, parce que ça se trouve, je ne serai plus là, mais imaginons que je sois toujours en vie, ben, dans 10 ans, je vais faire certains choix en fonction de l'état de mon âme, donc soit je serai plus sage, soit je serai moins sage, ça dépend si je continue à travailler sur Épictète ou pas. Donc peut-être que dans 10 ans, je ferai des choix, tels choix, et que ça aura telle conséquence, et ben, ces choix, ils sont inévitables pour moi d'une certaine manière. L'avenir n'est pas du tout ouvert, il n'est pas du tout, c'est pas Aristote, c'est pas les futurs contingents d'Aristote. Donc il y a un destin, il y a une trame, il y a un dramaturge qui a déjà tout écrit d'une certaine manière, et nos actions, finalement, les actions qu'on va faire, elles sont déjà écrites quelque part. Ce qui ne veut pas dire qu'elles sont déjà nécessaires avant d'avoir lieu. Parce que si c'était le cas, l'argument paresseux prévaudrait. On n'aurait plus qu'à dire, ah bon, alors si déjà tout est écrit, j'ai plus rien à faire. Ouais, j'attends que ça arrive. Voilà, exactement. Donc c'est pour ça que quand tu parlais de bulle de liberté, en un sens, tu as complètement raison. Et en un autre, ça pose beaucoup de problèmes parce qu'on ne peut pas non plus isoler l'âme du monde comme s'il n'y avait pas non plus de causalité qui s'exerçait entre l'âme et le monde. Parce que néanmoins, on agit quand même dans le monde et ça a des conséquences. Et quand on agit parce qu'on a fait un certain usage de nos représentations. Ouais.
Ouais, je vois, ce qui va arriver dans 10 ans, il est déjà écrit, mais il dépend de ce qu'on va faire aujourd'hui, sur lequel on peut agir, donc on est libre. Donc au final, il est déjà écrit, mais il est quoi? Il est créé par nous. Comment est-ce qu'on peut ne pas être libre dans l'avenir, mais être libre aujourd'hui? Je comprends, c'est un peu un casse-tête, un peu comment justifier le fait en même temps on soit libre et on ne soit pas libre. Ouais, ouais, je vois, je vois. Je vois. Et du coup, qu'est-ce qu'il dirait par rapport à lorsqu'on dit que il y a des choses qui dépendent de nous et des choses qui ne dépendent pas, mais il y a aussi des choses qui sont entre les deux, qui ne dépendent pas totalement de nous. C'est comme un exemple un peu bateau, hein, de pouvoir avoir une promotion, parce que tout le monde veut une promotion dans sa carrière. Du coup, la promotion, ça ne dépend pas de nous, mais ça dépend quand même de nous, parce que si on bosse bien, si on montre bien qu'on est un bon élève, dans l'entreprise, voilà, on va avoir la promotion. Bon, pour lui, c'est quoi comment est-ce qu'il voit ce Alors, gouffre entre les déjà pour lui, il faut essayer d'avoir une promotion, hein. deux? Ça, Ah oui, c'est voilà, préférable. Hmm. ça c'est un indifférent préférable. Hmm. Alors maintenant, ça n'empêche pas que pour lui, ça ne dépend pas de nous. Et c'est pour ça qu'il y a une incompréhension c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, mais un peu vite. Il y a une incompréhension sur cette distinction parce que c'est souvent ce que les élèves aussi objectent et ils ont complètement raison. C'est-à-dire qu'on a l'impression effectivement que la distinction elle est trop stricte et que en fait il y a une zone grise quoi. D'une certaine manière, quand on pose la question que tu poses, on est un peu plus aristotélicien que stoïcien. Parce que c'était un peu la manière dont Aristote, qui est le développeur en fait, de cette distinction bien avant Épictète, hein, Hmm. entendait la différence entre ce qui dépend de nous et ce qui ne dépend pas de nous, hein. Pour Aristote, ce qui dépend de nous, c'est en fait, comme une sorte de cartographie du monde, c'est les choses sur lesquelles je peux agir. Alors, il y a des choses qui sont très proches sur lesquelles je peux agir, puis il y a des choses très proches sur lesquelles je ne peux pas agir, qui ne dépendent pas de moi, etc. Bon, voilà. Donc, Aristote, lui, il s'amusait comme ça, en fait, à faire une sorte de carte, dresser une carte des choses qui ne dépendent pas de nous. Par exemple, il disait qu'on ne pouvait pas modifier la constitution des sites en tant qu'Athénien, comme on ne pouvait pas Les changer sites, la météo. pas ceux de Star Wars, les sites de. Pas ceux de l'influence. Donc, quand Épictète dit ce qui dépend de nous, ce qui ne dépend pas de nous, il ne parle pas vraiment comme Aristote, même si ça sonne très aristotélicien. En fait, il faut comprendre que ce qui ne dépend pas de nous, c'est juste, enfin, je le traduirais comme ça, c'est ce sur quoi on n'a pas de contrôle absolu. Voilà. Ça ne veut pas dire D'accord. qu'on n'a pas un contrôle, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas l'influencer. On peut D'accord. pas, et évidemment qu'on peut influencer. Et c'est d'ailleurs ça le piège. C'est que quand je me suis rendu compte que je pouvais influencer le destin de beaucoup de choses extérieures, quand je me suis rendu compte que je pouvais être riche, que je me suis rendu compte que je pouvais, par exemple, faire de la musculation et être très fort, être très beau, etc., ce qui n'est pas mon cas. Mais si, Olivier, tout le monde le sait. Très gentil. Tu vois, c'est l'art de se faire flatter. Euh, Bon, quand je me suis rendu compte que je pouvais, par exemple, manipuler les autres pour qu'ils m'aiment, quand je me suis rendu compte de ça, je vais croire que j'ai un pouvoir absolu sur ces choses. Et c'est là le problème. Le problème, c'est que quand je vais croire que j'ai un pouvoir absolu sur ces choses, je vais les désirer comme étant des biens parce que je vais y mettre mon bonheur. Je vais me dire, Ouais. le bonheur, il est là. Il est dans le fait d'être riche, dans le fait d'être beau, dans le fait d'être en bonne santé ou d'avoir la gloire, par exemple, d'atteindre la gloire, etc. Et c'est à ce moment-là que je vais me faire posséder par Je ces vois. choses, parce que justement, je me serais, par le biais de mes propres opinions, je me serais asservi à ces choses-là, Hmm. parce qu'elles ne dépendent pas de moi au final. Je Et vois. ça, je vais m'en rendre compte très vite, hein. Hmm. C'est les premières ruptures amoureuses voilà, qu'on a tous Oui. eues, où on se rend compte qu'en fait, bah oui, on peut rester seul à aimer quelqu'un. Et que l'amour, c'est souvent de soi à soi. Enfin, il n'y a pas vraiment de relation amoureuse, quoi. La preuve, c'est que on peut se faire quitter. Voilà, le phénomène de la rupture, ça, je trouve, c'est un très bon moyen d'accéder au stoïcisme. Ouais.
C'est-à-dire, plutôt que de parler de la perte d'un enfant, ce qui est un peu brutal, je pense que tout le monde a fait Le cette combat tient avec la perte oui, d'un lien amoureux, c'est vrai, c'est vrai. Oui. Ouais, ouais. Bah, je vois, c'est que, en fait, tout simplement, ce qu'il dit, c'est que, il y a des choses qui dépendent de nous et d'autres choses bah, qui ne dépendent pas de nous, mais c'est pas strict, en fait. En fait, il y a des choses qui dépendent de nous quasi absolument et tout le reste, selon. C'est selon comment ça se passe. Ce qu'il faut vouloir, ben, c'est le bien, c'est essayer d'agir sur ce qui dépend de nous. Et puis, bon, le reste. Si on y arrive, c'est bien. Si on n'y arrive pas, ben, il faut pas trop s'attacher, faut pas être trop attaché, sinon en fait, on va juste souffrir parce que c'est la nature même des choses. Il ne faut pas Mhm. aller contre la nature des choses. Au contraire, comme disent les stoïciens, aller avec la nature des choses. Il y a une opposition que j'ai en fait par rapport à cette idée, c'est à un niveau pratique. C'est que et j'ai eu ça vraiment dans la pratique de- d'essayer de faire la distinction entre ce qui dépend et ce qui ne dépend pas. C'est qu'à un moment, en fait, lorsqu'on essaye de dire ah, ça dépend de moi, ça ne dépend pas de moi, en fait, c'est une question d'enjeu. C'est que lorsque on se dit ah oui, ça, en fait, ça ne dépend pas de moi, mais je vais quand même essayer de faire quelque chose, il y a moins d'enjeu que lorsque on dit ah oui, ça dépend de moi, mais bon, peut-être que je vais pas réussir. Tu vois ce que je veux dire? C'est Mhm. du coup, en fait, au niveau pratique, c'est vrai que théoriquement, on peut dire qu'il y a des choses qui, bah, ça dépend de nous et le reste, c'est compliqué, des choses qui ne dépendent pas de nous. Mais au niveau pratique, euh, ben, on voit bien que ben, ceux qui pas réussissent, mais ceux qui y vont, en fait, ceux qui vraiment se disent non, je vais le réussir quoi qu'il en coûte, ben, ont plus de chances. Enfin, on a l'impression, en tout cas, qu'ils ont plus de chances. Ils ne sont pas forcément plus heureux, mais ils ont plus de chances d'y arriver parce qu'ils se disent moi, je vais y arriver. Alors que les autres qui se disent ah oui, non, mais je ne sais pas, je ne suis pas sûr, ben, c'est un peu moins. Ça ne veut pas dire voilà, qu'ils ont raison, en fait, qu'ils vont absolument réussir, mais c'est juste que voilà, au niveau pratique, et du coup, je ne sais pas, est-ce que Epictète a déjà eu des oppositions comme ça pour dire que, ben oui, c'est vrai que, ben, par exemple, dans une relation amoureuse, euh, euh, oui, ça ne dépend pas de nous, l'amour de l'autre ne dépend pas de nous, voilà, l'état de la relation à un certain moment ne dépend pas de nous, parce qu'on est deux, parce qu'on ne sait pas comment est-ce que l'autre vit la chose, etc., etc. Mais si on n'y va pas en disant oui, non, mais la santé de cette relation dépend de moi, comment est-ce que je vais faire vivre cette relation dépend de moi, ben, en fait, on va pas mettre toutes les billes de notre côté Mhm. pour la réussir, tu vois. Oui, Du oui, je coup, vois. je sais pas comment est-ce qu'Épictète, ouais, s'il y a quelque chose qui te revient, qui a eu une certaine opposition comme ça, au niveau vraiment pratique, ou est-ce qu'il ne nous reste pas trop de textes où il répond à des choses un peu pratiques comme ça? Alors, sur ce genre de problème précis, non, mais je pense qu'il te répondrait en fait en te parlant des devoirs. Parce que si je reprends le cas de ta relation, la relation amoureuse, Mhm. C'est pas euh, ma relation, hein. Ça se passe très bien. non, mais c'est pas grave, tu sais, tu peux y aller, hein, tu sais, Euh, entre nous. une séance de psychothérapie. Ah, c'est vrai qu'il y a un côté un peu psychothérapie. Bon, Mhm. si on parle d'une relation amoureuse, Mhm. en fait, l'idée, c'est que le stoïcisme, souvent, ça a été vu comme une philosophie de la résignation. Alors, Mhm. une partie des critiques, ça va vers l'irresponsabilité, etc. Et ça, bon, les stoïciens sont là-dessus, ils arrivent à bien se défendre. Mais c'est vrai que là, tu me parles plus d'un état d'esprit combatif. Voilà. Ouais. Et alors, il y a énormément de passages dans le stoïcisme d'Épictète, mais aussi chez Sénèque, où on parle vraiment du fait de devenir un soldat, de s'engager pleinement dans la vie philosophique, qui est aussi une vie Mhm. politique, hein, contrairement d'ailleurs à la vie épicurienne. Où on Et est dans donc, son jardin ou en voilà. communauté, ouais. Mhm. Et pour Épicure, la politique, c'est source de trouble, hein, donc il faut absolument éviter à tout prix ce genre de choses.
L'idée, c'est que une fois que tu as repéré, par exemple, que, je sais pas moi, le mariage, donc, c'est considéré comme un devoir pour les stoïciens, c'est conforme à la nature, etc. Donc, il y a une sorte de naturalisation du mariage, de l'institution. Une fois que tu as repéré que c'est un bien, tu dois tout faire pour, comment dire, tendre vers cette chose. Donc, la première discipline, qui est la discipline du désir et de l'aversion chez Épictète, qui, elle, traite la question du bonheur, elle a plus grand-chose à voir avec la deuxième, qui est celle de l'impulsion, de la répulsion, qui, elle, concerne les devoirs, c'est-à-dire l'engagement pratique dans la cité. Et une fois que tu as défini donc comment dire, les critères de cet engagement, donc par exemple, il faut se marier, il faut avoir des enfants, etc. Donc, il faut tout faire, si je reprends ton exemple, pour que le couple dure, pour que le couple soit stable, pour que la famille existe, que les enfants, qu'on en prenne soin, etc., etc. Une fois qu'on a compris ça, une fois qu'on a compris que ça fait partie de nos devoirs et que d'ailleurs même beaucoup d'insensés suivent ces devoirs, beaucoup d'insensés, même des criminels, qui se marient, qui font des enfants. Donc une fois qu'on a compris que ça fait partie de ce qu'on appelle les actions droites, c'est-à-dire nos devoirs, là, il ne faut pas s'engager à moitié. Et c'est clair que pour Épictète, oui, l'un n'empêche pas l'autre, quoi, d'une certaine manière. C'est-à-dire, c'est pas parce que je vais être détaché intérieurement de cette chose, je vais la considérer comme un indifférent, parce que pour moi, ça ne fera pas de différence au niveau de mon bonheur ou de mon malheur, que je ne vais pas tout faire pour préserver cette chose, pour en prendre soin, etc. Je vois. Mais la critique, elle est légitime, parce que, évidemment, si on n'a pas la question de l'impulsion, de la répulsion, c'est-à-dire la deuxième discipline, on ne peut pas comprendre. Effectivement, on a l'impression que, finalement, les stoïciens, c'est des gens qui se résignent et puis, qui ne se battent pas pour obtenir les choses. Je vois. Une fois que ces choses ont été identifiées comme des biens, il faut tout faire pour les obtenir. Ça, c'est clair. Ouais, je vois. Donc, question de devoir et des choses qu'il faut, il faut y aller quand même. Voilà. Bon, je reste quand même un petit peu. L'opposition reste sur le fait, sur l'état émotionnel, parce qu'on est des êtres profondément émotionnels, beaucoup plus émotionnels que rationnels d'ailleurs. Et du coup, même si on a cette partie de, on a identifié le bien, on essaye de tout faire, mais si on considère quand même que c'est un indifférent et on essaie d'être éloigné, émotionnellement, c'est très dur de concilier en même temps être indifférent, dans ce sens-là où on est quand même un petit peu détaché, et être impliqué émotionnellement. Même si on peut être impliqué par l'action, par le devoir, être impliqué émotionnellement, c'est encore un autre niveau auquel on n'a pas forcément accédé. Et comme on est avec des êtres humains en société et que eux, ils voient nos actions, certes, mais ils voient aussi nos émotions. Donc c'est là où en fait j'ai c'est peut-être une petite problème avec, au niveau pratique avec Épictète et ses indifférents, et ce qui dépend de lui, etc. Alors, il y a un passage, c'est un fragment en fait d'un livre perdu des entretiens, c'est le fragment 9, où il est question d'un problème qu'on appelle le problème des propateia dans le stoïcisme. C'est-à-dire ce que moi j'ai traduit par les affections préliminaires, qu'on pourrait traduire par des émotions, à l'opposé des passions, et qui montre bien la différence qu'il y a pour un stoïcien entre les émotions de base qui ont trait en fait à notre nature d'être humain. Comme je disais tout à l'heure, on fait partie du cosmos, et le cosmos est en sympathie avec lui-même, donc il y a une sympathie universelle. Toutes les choses sont, comment dire, par une sorte de contagion en fait, sont en contact. Et donc, en tant qu'être humain, faisant partie du cosmos, on ne peut pas échapper à cette sympathie-là. Donc, on ressent aussi des émotions, ce qu'on appelle des affections préliminaires. Et même le sage, dit Épictète, ressentira ces émotions-là. Maintenant, il faut faire attention pour Épictète à distinguer ces émotions des passions. Parce qu'une passion, c'est pas une émotion au sens, c'est pas un mouvement comme ça, un peu réflexe. Par exemple, il y a des très beaux passages de Sénèque dans le Traité de la colère où il parle du fait que quand quelqu'un pleure, par exemple, si on a un enterrement, on voit des gens pleurer, même quand on regarde un film, par exemple. On regarde un film, on voit des gens pleurer, les larmes vont nous monter aux yeux. Ou, je sais pas, si on va voir un film d'horreur, on va frissonner, on va avoir peur, etc. Ça, c'est des émotions primaires, d'une certaine manière. Bon, voilà, elles relèvent de notre nature, c'est des mouvements réflexes un peu.
il faut faire attention à distinguer ça et les passions qui, elles, sont complètement différentes en nature parce que les passions, elles supposent déjà un jugement, déjà une intervention de la raison qui a déjà donné son assentiment à plusieurs propositions fautives. Et surtout, la passion, là où elle se distingue de l'émotion, c'est dans son caractère pratique, justement, c'est dans les actions. C'est-à-dire qu'un passionné, c'est pas juste quelqu'un qui va frémir, trembler, avoir les larmes qui montent aux yeux quand il regarde un film. C'est quelqu'un qui va agir. C'est quelqu'un qui va se comporter d'une certaine manière et qui va commettre des actions vicieuses souvent. Oui, sous la colère, sous la tristesse. Voilà, exactement. D'accord. Avoir un coup de sang, il n'y a rien de plus naturel. D'ailleurs, Épictète, il est tout le temps fâché. Il serait mal placé pour. Donc voilà, ça, il n'y a rien de plus naturel. Maintenant, la passion, c'est comme ça que je me rassure un peu. Je me dis, j'ai encore un peu d'espoir pour être un jour un sage stoïcien. C'est que la passion, c'est quand même autre chose. C'est pas juste une question d'impulsion, d'impulsivité. La passion, c'est déjà quelque chose, un raisonnement, un comportement. Voilà. Donc, à aucun moment, les stoïciens vont dire qu'il faut réprimer ces émotions puisqu'elles sont naturelles. Par contre, il faut se méfier à tout prix de nos passions, c'est-à-dire des opinions fautives qu'on a sur les choses et des comportements qu'elles peuvent induire. Je vois. Ok, super. Ouais, super, super intéressant. Vraiment, cette question émotion, passion, j'aimerais beaucoup continuer à développer sur ce sujet-là, mais on va déjà sur un tout autre sujet. Je voudrais. Merci beaucoup, Olivier, Merci à toi. pour cette discussion vraiment super intéressante. Moi, j'ai pas senti notre heure passer. Du coup, comment est-ce que les gens peuvent te lire? Déjà, il y a la traduction du manuel d'Épictète chez GF, donc ta traduction du manuel d'Épictète, qui est excellente traduction. C'est la traduction qu'on utilise à Stoa Gallica. Du coup, où est-ce que les gens à part peuvent te lire? Alors, c'est vrai que hormis cette traduction, donc j'ai traduit aussi les sentences et fragments d'Épictète, donc qui sont très bien. un autre livre qui porte sur les fragments des livres perdus des entretiens. Et il y a quelques sentences qui sont douteuses, mais qu'on attribue à Épictète. Bon. Il y a ça, alors après, il y a des articles scientifiques, mais ça, c'est plus un travail de recherche, donc c'est un peu plus technique, et puis c'est difficile d'accès aussi, il faut le dire. Sur Internet, c'est compliqué de se procurer ça. Il y a un livre qui va paraître là aux éditions Vrin dans quelques mois, j'espère, parce que là, je suis en train de relire les épreuves. Donc, très bonne nouvelle. Une droite, soit sur une monographie sur Épictète. Donc là, ce sera une partie de mon travail de thèse. Pareil. Ce sera technique, mais je pense assez accessible, en tout cas. Je suis sûr qu'il y a beaucoup de gens à Stoa Gallica qui sauteront sur le livre. Bon, c'est gentil, en tout cas. Voilà. Pour ça, moi, vraiment, voilà, je tenais à te remercier aussi parce que Stoa Gallica, déjà, j'étais tombé dessus complètement par hasard il y a quelques années sur Facebook. Et j'ai trouvé ça super, quoi. Enfin, de prendre vraiment au sérieux et au pied de la lettre le stoïcisme en se disant, voilà, il y a une proposition qui est le stoïcisme. Pourquoi on ne ferait pas comme les Romains ont fait en leur temps, c'est-à-dire voilà, essayer de vivre en stoïcien, devenir sage, prendre les choses, non pas comme des universitaires, comme je peux être, juste pour les étudier, les analyser, etc., mais vraiment essayer d'en faire des principes. Revivre. Oui, merci beaucoup. Ça me touche beaucoup. Ça me touche beaucoup. Merci beaucoup pour ton travail. Très bien. Merci, Olivier. Et merci à toi, Ali. C'était le Stoïcisme aujourd'hui, podcast de l'association Stoa Gallica. Merci pour votre écoute.